on est un partenaire stratégique du pôle systématique. On est un bras armé quelque part du pôle, puisque c'est entre autres le pôle qui a œuvré à la création de l'IRT Système X. Donc ce que j'ai prévu, c'est de vous présenter qui nous sommes, parce que je pense que dans la salle, peu de gens nous connaissent, même si certains peut-être travaillent déjà avec nous. Je ne reconnais pas encore des visages dans la salle. Ensuite, vous expliquer comment fonctionnent les projets chez nous, puisqu'on met en œuvre des projets collaboratifs dans un mode un peu particulier que je vais vous expliquer. Et puis nouveauté qu'on présente aujourd'hui, c'est la possibilité qu'on propose d'être partenaire de projets collaboratifs type FUI ou autre. Et je vous expliquerai sous quelle forme, et je vous donnerai un exemple, puisqu'on participe déjà à un projet collaboratif de ce type-là. En l'occurrence, c'est un projet de PIA géré par l'ADEME, mais le mécanisme sera le même. Et puis à la fin, je balayerai rapidement nos thématiques d'intervention en lien avec des thèmes qu'on avait identifiés avec Johan. Donc surtout, n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure de la discussion, je pense que ça sera plus simple. Et puis je serai de toute façon là pendant la pause déjeuner, donc si vous souhaitez échanger avec moi, je suis bien sûr à votre disposition. Alors deux mots sur l'IRT et sur les IRT, puisqu'il y a 8 IRT qui ont été créés environ tous en 2012-2013, avec d'une part un appui du programme des investissements d'avenir. Donc il y a 1,3 milliard d'euros de l'enveloppe du PIA1 qui sont dédiés aux IRT, sur une période de 10 ans, qui servent à cofinancer les activités des IRT à hauteur de 50%. Et les autres 50% proviennent des entreprises ou de la région ou d'autres financements, notamment financements européens. Donc tous les IRT fonctionnent sur ce mode, un partenariat public-privé, 50% de subventions quelque part du PIA et 50% de contributions financières des partenaires industriels. Donc dans un IRT, ce ne sont pas les entreprises qui reçoivent la subvention, c'est l'IRT. Et l'IRT se voit confier la mission par les entreprises, que ce soit les grandes entreprises ou les PME, de réaliser des projets de recherche appliquée avec leur participation. Donc je ne vais pas décrire les 8 IRT en France, juste dire que nous sommes l'IRT en région Île-de-France sur la thématique du numérique. C'est bien pour ça qu'on est lié au pôle systématique. Donc notre domaine d'intervention, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie numérique des systèmes du futur. Donc c'est le numérique pour la conception des systèmes, mais c'est aussi, et peut-être presque surtout, le numérique dans les solutions, dans les services, dans les nouveaux produits, dans l'automobile, dans l'avion du futur, dans les nouveaux systèmes de transport, l'énergie, la sécurité, etc. Ce qui est important, c'est que les activités de R&D se font dans un mode intégré. C'est-à-dire qu'à la différence de projets collaboratifs où les différents partenaires travaillent chacun de leur côté et se retrouvent régulièrement pour des réunions de coordination, là, les IRT, nous en l'occurrence, on va réunir les équipes, on va réunir les compétences dans un lieu physique, chez nous. Alors, chez nous, aujourd'hui, c'est le plateau de Saclay, on est dans les mêmes locaux du pôle systématique, sur le site de NanoInnov. Vous verrez que chez nous, depuis le mois de septembre, c'est aussi à Lyon et c'est aussi à Singapour, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Mais donc on va réunir dans un lieu physique des compétences, donc nos propres ressources. On a une centaine de ressources en propre aujourd'hui, donc une grosse trentaine de doctorants qui font des thèses chez nous dans nos projets, et à peu près 70 à 80 ingénieurs, chercheurs, qu'on recrute en général à la sortie de leur thèse ou de leur postdoc, ou bien des ingénieurs informaticiens qui n'ont pas forcément fait une thèse en informatique. Et ce sont des ingénieurs qui sont en CDI chez nous, qui travaillent dans les projets, avec les ressources, les compétences des mêmes industriels qui travaillent avec nous, qui nous délèguent quelque part, qui mettent à disposition leurs ingénieurs, qui viennent travailler dans nos projets, et puis aussi les laboratoires académiques qui en général interviennent par le travail qu'ils vont faire avec le doctorant, et puis aussi apporter, je dirais, toutes leurs compétences, toutes leurs technologies, leurs sciences au sein des projets. Donc toute l'innovation des IRT, c'est de faire des projets collaboratifs intégrés. Et le pari, c'est que ça va aller plus vite, l'information circule plus vite et on est beaucoup plus efficace dans les transferts technologiques. Et c'est ce qui se passe. Voilà, alors, juste vous expliquer un petit peu comment on fonctionne et comment on monte des projets. On n'a pas un processus d'appel à projet formalisé. On va travailler surtout avec nos partenaires entreprises ou avec des entreprises qu'on va rencontrer notamment
au pôle systématique ou dans des réunions comme celle d'aujourd'hui. Et on va réfléchir à un certain nombre d'enjeux business ou d'enjeux sociétaux, comme ça a été montré tout à l'heure sur les programmes européens, que nos partenaires industriels ou peut-être les collectivités voudront résoudre. Alors, on ne travaille pas encore énormément avec la région Île-de-France. La région Île-de-France nous apporte un peu de financement sur certains projets. On a l'intention maintenant d'être un peu plus, je dirais, proche de la région et d'œuvrer avec eux et du coup de bénéficier aussi de leur appui pour l'accès au terrain d'expérimentation, aux données et également du financement. Et donc, en fonction de ces impacts métiers, on va définir des cas d'usage. Donc, on est complètement, je dirais, orienté par cas d'usage. Et en fonction de ces cas d'usage industriels ou sociétaux, on va décliner des défis, des verrous techniques et scientifiques à résoudre. Donc, c'est de la recherche appliquée. Et pour parler de TRL, on va être typiquement dans les TRL entre 3 et 6. C'est typiquement notre champ d'intervention. Donc, c'est vraiment de la R&D. Et donc, dans certains projets, on a certaines activités qui sont plus du TRL 3 ou 4, un peu plus fondamentales, et d'autres activités qui vont être plus du 6. Les résultats qu'on va produire dans les projets, c'est typiquement ce qu'on appelle des démonstrateurs techniques, ou des POC, pour utiliser un joli mot français, des démonstrateurs techniques qui permettent après aux partenaires industriels de décider ou pas de partir en industrialisation, de récupérer les lignes de code, les technologies qui ont pu être développées dans le projet. Et en fonction de ces défis, on va identifier les compétences qu'il va falloir mobiliser, les nôtres, mais aussi quelles compétences technologiques industrielles, donc dans quelle PME il va falloir intégrer, quelle technologie il faut trouver. Donc ça, on travaille beaucoup avec Systématique. On a déjà, nous, une 50aine de PME qui travaillent avec nous, donc on a déjà un panel assez intéressant. Et puis les compétences scientifiques aussi, pour la dimension plus recherche. Et puis on va faire le travail, on va mener le projet. Donc ça, c'est assez classique. Et puis, mais tout ça se fait avec les équipes intégrées. Alors, nos projets de recherche sont des projets en général de 3 à 5 ans, mais avec des rythmes relativement courts de résultats. Tous les 6 mois ou tous les 12 mois, on va produire des résultats et puis ajuster le tir en termes de contenu du projet. C'est aussi une caractéristique de nos projets, c'est que, contrairement à des projets collaboratifs qu'on connaît, une fois que le projet est lancé, on a toute liberté pour le faire évoluer. Voilà. Donc ça, c'est une grande flexibilité qu'on a. Avec les partenaires du projet, on décide. Je vous donne un exemple. On a lancé avec le pôle, il y a 2 ans, un projet sur la cybersécurité. On l'a lancé pour 5 ans. On avait, avec l'appui de l'ANSSI, on avait une espèce de feuille de route, un schéma directeur sur ce qu'on voulait faire. On était bien incapable de dire ce qu'on allait faire au bout de 3 ou 4 ans sur la cybersécurité, au vu de la vitesse, je dirais, de développement des technologies. Et bien, en gros, chaque année, on redéfinit finalement le périmètre et on décide, tiens, finalement, on se rend compte qu'il y a telle technologie, on voudrait travailler tel et tel sujet. Et entre nous, on fait évoluer la définition du projet. Donc on est un instrument relativement flexible pour les partenaires. Ça c'est important de l'avoir en tête. Alors, rapidement, vous avez ici, sur la colonne centrale, les 4 grands domaines applicatifs qu'on traite aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Il n'est pas impossible que demain, on évolue et qu'on fasse évoluer cette thématique-là. Donc l'industrie agile, alors pour parler le langage du pôle, c'est très lié au groupe, au CDS du pôle. C'est tout ce qui est les process, les méthodes, les outils d'ingénierie, de simulation. Donc on a un certain nombre de projets avec des grands acteurs industriels, Airbus, Thales, Renault, Safran et j'en passe, avec des PME, pour vraiment contribuer à la plus grande compétitivité des ingénieries des entreprises. Donc ça, c'est sur la partie design. Mais on est en train là de préparer un nouveau projet sur la maintenance prédictive, typiquement. Donc comment utiliser en particulier les données, la science des données au service d'une optimisation de la maintenance. Donc là, on a un certain nombre de réunions de travail pour préparer un ou des projets sur ce sujet-là, avec des acteurs comme EDF, Safran, Air Liquide, Valeo, peut-être Air France Industrie et Thales. Le transport autonome, c'est un titre qui est assez autoporteur. Ce n'est pas uniquement le véhicule autonome pour l'automobile, même si c'est les premiers projets qu'on a lancés. On a plusieurs projets avec la filière automobile. Dans le même projet, on va avoir PSA, Renault, Valeo, Continental, un certain nombre de PME, sur tout ce qui est safety du véhicule autonome, comment démontrer la sécurité du véhicule grâce à la simulation, l'architecture système, la sécurité numérique, la cybersécurité également. Mais aussi, on travaille aussi dans le ferroviaire. On a démarré au printemps, vous avez peut-être vu un projet avec la SNCF et Alstom pour la préparation, la conception d'un espèce de copilote numérique pour le conducteur du train. Et tout ça s'inscrit dans la feuille de route
trains autonomes de SNCF, par exemple. On travaille aussi avec Airbus. Voilà, on est très orienté système, hein, comme vous pouvez le voir. Les territoires intelligents, c'est la Smart City un peu élargie, quelque part. Hein, c'est Smart Territories. Donc, c'est les nouveaux systèmes de mobilité multimodale, la mobilité de bout en bout. Donc, beaucoup d'optimisation, beaucoup de modélisation, de simulation, de traitement de la donnée. Donc, plusieurs projets là-dessus, avec notamment la RATP, SNCF, le STIF, un projet qu'on vient de démarrer avec le STIF, Alstom, Renault, par exemple, qui s'intéresse aux nouvelles mobilités. C'est aussi la gestion intelligente de l'énergie. Donc, présentation de l'ADEME parlait de la transition énergétique. Donc, on a un projet sur le traitement de la donnée au bénéfice de l'optimisation énergétique au niveau d'un quartier, par exemple. La blockchain aussi, on a lancé des activités sur la blockchain. On a mobilisé déjà un peu plus de 4 millions d'euros de financement industriel sur la blockchain, sur un certain nombre de cas d'usage dans la mobilité, la logistique, un petit peu de finance aussi avec de l'assurance, et puis avec la Caisse des dépôts également. Et puis le programme Internet de confiance, c'est tout ce qui est cybersécurité de façon générique, et puis tout ce qui est infrastructure numérique, l'IoT, la virtualisation des réseaux, le edge computing, tous ces sujets-là. Voilà, donc tout ça est assez large, mais c'est, je dirais, comme on est piloté par les industriels, on se pose d'abord la question du domaine. Alors, vous ne voyez pas le domaine de la santé, par exemple, on n'y est pas pour l'instant. Rien ne nous empêche d'y travailler un jour. Ça dépendra des demandes qu'on aura de nos partenaires industriels actuels ou nouveaux. On n'est pas non plus dans la finance, même si par la blockchain, on commence à travailler un petit peu avec le monde de l'assurance ou avec la Caisse des dépôts. Mais là, c'est pareil, on commence à avoir des échanges avec certains acteurs de la finance. Donc ça pourra être un jour des nouveaux domaines. Je vais juste donc rappeler qu'à droite, on a ce qu'on appelle des plateformes. Alors c'est un terme un peu passe-partout. En fait, plateformes, ce sont des objets techniques dans lesquels on va capitaliser tout ce qu'on produit dans nos projets de recherche, les briques logicielles qu'on va faire mûrir dans nos programmes. Donc ça peut être une brique logicielle d'une PME qui va venir, je dirais, transférer sa technologie d'un secteur à l'autre. On travaille avec une PME qui s'appelle Cosmotech à Lyon, qui a développé des techniques de modélisation de systèmes complexes plutôt au départ dans la biologie. Ils sont venus, je dirais, transférer leur technologie dans les systèmes de transport multimodaux et aussi dans l'énergie. Typiquement, ces briques-là, on les met dans nos plateformes. Elles sont à disposition de tous nos programmes de recherche. Et elles permettent aussi aux industriels de plus facilement transférer les résultats, récupérer les briques pour industrialiser. C'était une des missions des IRT. Par rapport au projet collaboratif, où finalement, une fois que le projet s'arrête, chacun repart avec ses résultats, mais il n'y a pas une entité neutre qui capitalise et qui maintient ce qui a été produit. C'est une mission des IRT, justement, de capitaliser ces travaux dans les plateformes. Et c'est grâce à ça qu'on va justement pouvoir contribuer à des projets collaboratifs. Pour vous donner une idée, on a lancé un projet, ce projet sur la cybersécurité dont je parlais il y a 2 ans, et on a du coup commencé avec ces premiers financements, on a commencé à développer notre plateforme d'expérimentation de cybersécurité de systèmes complexes, et grâce à ça, on a monté relativement rapidement un autre projet sur la cybersécurité du transport intelligent. Et on avait déjà quelques actifs. Donc ces plateformes sont aussi un moyen d'accélérer quelque part et d'aller plus vite dans les projets. C'est un peu l'idée qu'on vous propose là aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, d'être à vos côtés sur des projets collaboratifs. On pourrait, grâce à ces plateformes et du coup aux compétences de nos ingénieurs, vous permettre de ne pas partir, je dirais, à zéro et d'avoir déjà quelques éléments intéressants pour démarrer. Et puis à gauche, c'est notre vue scientifique, donc qui est animée par un directeur scientifique. Alors, je vais juste vous montrer rapidement, je vous laisse découvrir, je ne vais pas les détailler tous, mais on a un directeur scientifique temps plein chez nous, qui est là pour définir les grands axes sur lesquels on veut développer nos compétences avec nos partenaires académiques. On n'a pas l'intention d'être nous-mêmes les super experts du machine learning, etc. En revanche, on veut avoir des très bons ingénieurs qui vont savoir interagir avec les académiques les plus pertinents sur ce domaine-là et savoir les mettre en regard des cas d'usage industriels et faire le bon transfert. On n'est pas un institut qui développe des technologies, on est plus là pour transférer les technologies. Notre mission, c'est de je dirais, remplir ce gap entre le monde de la science académique et le monde de l'industrie, que ce soit les entreprises de grande taille ou les PME, et aussi de rapprocher le monde des PME avec le monde des grandes entreprises. Tout ça par des activités de R&D, mais très
intégrative, vraiment du transfert. Ce n'est pas partir de rien et développer une technologie. Alors ça peut arriver, hein, mais ce n'est pas forcément notre mission principale. Alors vous voyez, on est très orienté sur le numérique, hein, bien sûr, donc tout ce qui est science des données, l'interaction avec les données, l'ergonomie. Tout ce qui est, le deuxième axe, c'est finalement la modélisation et la simulation numérique, donc, et l'optimisation des systèmes, ce qu'on appelle la recherche opérationnelle, donc pas mal de mathématiques là-dedans. Le troisième axe, c'est l'ingénierie système, hein, qui est une discipline scientifique en tant que telle, et puis le développement logiciel. Et puis le quatrième axe est plus sur les infrastructures numériques. Et donc, à chaque fois qu'on va discuter d'un projet avec des partenaires, on va s'assurer que les défis qui sont demandés correspondent à un de ces sujets quand même. Voilà, si on nous demande, on veut travailler sur la nouvelle gravure des microprocesseurs, on va dire, là, ça, c'est pas du tout notre domaine, on ne saura pas faire et on ne saura pas se développer là-dedans. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait réussi dans 4-5 ans à développer des compétences dans tous ces domaines-là. C'est assez large, hein. En tout cas, c'est les domaines prioritaires qu'on s'est donnés avec l'aide aussi de notre conseil scientifique. Juste en termes de taille, où est-ce qu'on en est? Donc nous, l'IRT Système X, on a une enveloppe de 130 millions d'euros du PIA qu'on ne peut mobiliser que si en face on a les 130 millions d'euros, hein, de financement industriel. Vous avez compris comment ça fonctionne, hein. On a 0 activité qui est financée par du fonds public à 100%. Moi, mon salaire, il est payé par les projets, hein. On est complètement financé par les projets, uniquement par les projets. Donc, c'est contraignant, mais c'est très vertueux parce qu'on est sûr que ce qu'on fait, ça répond à une demande de nos industriels qui nous versent de l'argent, hein. Une entreprise qui travaille chez nous, elle apporte trois choses. Elle apporte une partie de financement en cash, hein, ça c'est indispensable. On a besoin d'1 euro de cash d'industriel pour mettre 1 euro supplémentaire du PIA, mais tout de suite on apporte cet effet de levier. Ensuite, elle apporte des cas d'usage et ou des technologies. Alors souvent les grands apportent des cas d'usage et c'est plutôt les PME qui apportent les technos, mais on a certains grands industriels qui ont aussi leurs propres technologies qui veulent apporter dans nos projets pour les faire mûrir et les exposer à des nouveaux cas d'usage. Et puis le troisième élément, c'est les compétences que j'expliquais tout à l'heure. Donc dans un projet, une entreprise va nous apporter des ingénieurs. Je vais expliquer rapidement comment ça fonctionne. Voilà. Donc jusqu'à présent, là, on a mobilisé déjà un peu plus de 100 millions d'euros de financement, donc un peu plus de 50 millions de financement public, hein, et 50 millions de financement privé. Alors on n'a pas tout dépensé encore, hein, puisqu'on a des projets qui courent encore, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a encore à peu près 80 millions d'euros de financement public à aller mobiliser, à aller tirer, j'ai envie de dire, d'ici 2020-2025, à condition d'avoir les 80 millions d'euros en face d'industriels. Hein, voilà. Donc moi, ce que je dis aux entreprises, utilisez-nous. Hein, cette enveloppe, elle est acquise pour nous. Il suffit juste qu'on ait les entreprises qui veulent en bénéficier. Hein. Donc on est un instrument pour vous, que ce soit les grandes entreprises, les PME, puis vous verrez aussi pour les startups, puisqu'on a un programme sur les startups. Voilà. Donc le nombre de chercheurs, ça je vous l'ai donné. On est déjà dans des projets européens, et dans 4 projets européens, où là, pareil, on est considéré comme un institut de recherche, on est financé à 100%, et en général, on apporte nos plateformes, nos compétences. Ça nous permet en gros de financer 10% de ressources supplémentaires dans un projet, c'est toujours intéressant. Donc vous avez ici une photo des entreprises avec qui on travaille, donc qui apportent toutes là, les 3 éléments que j'ai cités tout à l'heure. Il y a un peu plus de 2 tiers de PME. Hein. On a 50 PME qui travaillent avec nous et 20-25 grandes entreprises. Alors, bien sûr, en termes de financement, les grandes entreprises apportent 70% hein, du financement. On comprend aisément. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on en a plus de la moitié qui sont dans au moins 2 projets. Hein, donc, bon, nous, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'elles ont démarré un premier projet et puis elles continuent à en faire d'autres avec nous. Et puis vous avez à droite les principaux laboratoires académiques avec qui on travaille. Alors 2 mots sur notre programme pour les startups qu'on a lancé il y a 1 an. Parce qu'une startup, vous lui demandez de s'engager pendant 3, 4 ou 5 ans dans un projet et de vous apporter de l'argent de façon régulière, elle ne pourra pas. Donc, et en même temps, on s'est dit que c'était important de pouvoir exposer des startups dans nos projets. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a lancé notre programme Start at Système X, où en fait, on lance des saisons sur des thématiques. Donc, on l'a fait
l'année dernière sur la mobilité. C'était en lien avec un projet avec la RATP, Alstom et Renault, où les partenaires du projet ont identifié le type de solution qu'ils recherchaient. On a fait un appel à start-up en leur disant, voilà, on cherche des solutions de tel et tel type. On en a sélectionné 2, dont une, par exemple, fait des analyses sur les réseaux sociaux pour inférer des types de comportements des passagers sur des zones extrêmement denses en termes de mobilité. Ça intéresse beaucoup la RATP, par exemple, donc ils vont peut-être faire du business ensemble après. Et les startups sélectionnées, on leur propose de travailler pendant 6 mois chez nous, sur le projet, sur nos plateformes, justement. Alors, on ne les finance pas, mais elles ne nous financent pas non plus. Donc, quelque part, c'est la contribution en nature. Eux font de l'effort pour venir travailler sur notre plateforme, venir intégrer leur technologie. Et nous, on met à disposition nos propres ingénieurs, donc ça nous coûte, pour les aider à travailler. Voilà. Et donc là, on vient de lancer la nouvelle saison sur la blockchain. On a sélectionné 3 startups là, au mois de juillet. Ça a démarré en septembre. Et on va lancer fin octobre une nouvelle saison sur la cybersécurité. Donc je vous mets ici le timing. Donc, je vous ai mis ici le lien pour aller regarder ce programme-là. Donc, si vous êtes une start-up, alors je dis bien une start-up, il faut être vraiment en démarrage, avoir déjà, je dirais, premier niveau de solution, mais ce n'est pas pour les PME qui ont déjà un certain nombre de fonds propres, c'est vraiment les start-up qui démarrent. Et donc, vous avez un mois pour déposer un petit dossier, c'est pas très lourd, Et puis, on va sélectionner ces PME à l'occasion du Forum international de la cybersécurité là, à Lille, le FIC, fin janvier, et pour travailler avec ces startups pendant 6 mois. Voilà. Alors, 2 mots. Donc, j'ai parlé des collaborations européennes. J'ai évoqué le fait qu'on avait ouvert une antenne à Lyon en septembre, là. Parce que Lyon, il n'y a pas d'IRT comme nous qui travaille sur nos domaines. Il y a un IRT sur la biologie et puis un IRT sur la microélectronique à Grenoble, mais il n'y a pas d'IRT dans le numérique. Lyon étant la 2e région économique française, un très bel écosystème d'entreprises, d'académiques. Il y a une métropole du Grand Lyon qui est extrêmement dynamique dans la mise à disposition de terrains d'expérimentation. C'est ce qui nous intéresse beaucoup, c'est d'accéder à ces terrains d'innovation et d'expérimentation, parce que même si on est très orienté sur la modélisation, la simulation, on a besoin des données réelles, sinon nos modèles ne valent rien. Et puis, c'est la même démarche sur Singapour, exactement, sauf qu'à Singapour, on va remplacer le financement du PIA français par du financement étatique singapourien. Et vous savez sans doute que Singapour investit énormément d'un point de vue fonds publics sur la recherche et l'innovation. Et donc, on a un premier projet qui démarre à Singapour, là, sur le transport autonome, avec déjà des partenaires industriels français qui nous accompagnent et qui apportent aussi du financement pour travailler là-bas. Alors, 2 mots, je vais essayer d'aller un peu plus vite peut-être. Bon, ça, je crois que j'en ai parlé. En fait, comment on monte un projet ? Finalement, on ne lance pas des appels à projets en disant « Tiens, on voudrait lancer un projet sur tel et tel sujet ». C'est vraiment par des échanges au fil de l'eau. Et c'est souvent, alors c'est vrai que souvent ça démarre avec plutôt des grandes entreprises qui vont nous dire « Voilà, j'ai tel et tel sujet. J'aimerais, je sais pas, sur la maintenance prédictive, je fais de la maintenance, mais il y a des sujets de traitement de la donnée où j'aimerais progresser et je verrais d'un bon oeil travailler avec d'autres partenaires industriels, des académiques. Et c'est comme ça qu'on commence à travailler sur le projet. Alors, je vais peut-être juste rappeler, alors c'est un peu compliqué comme planche, mais juste pour expliquer le process, il y a d'abord la phase d'identification, qui est une sorte de pré-cadrage, où on va avoir ces premières discussions, d'abord bilatérales, puis ensuite on commence à réunir plusieurs industriels, on définit les défis, etc. Puis lorsqu'on sent qu'il y a un projet à mener, on va passer dans la phase de préparation, qui va durer 3 ou 4 mois, dans lequel on a vraiment mis en place une méthode assez simple et assez efficace, qui nous permet en 4 grandes réunions, avec du travail entre, de mettre tout le monde d'accord et d'obtenir un consensus. Parce que quand vous faites un projet avec PSA, Renault et Valeo, ils sont quand même concurrents, fournisseurs les uns des autres. C'est pas évident. Alors, l'industrie automobile a l'habitude de travailler comme ça, mais on a d'autres projets. Dans le même projet, on a fait travailler Airbus, Cybersécurité et Thales, qui sont quand même aussi des concurrents. Et on a réussi à les faire travailler ensemble sur certains sujets de nature pré-compétitive. Donc l'idée, c'est d'obtenir un consensus, de se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire. Et en quelques mois, on peut démarrer le projet. Et ça, c'est nous qui animons toute cette démarche-là. Alors, en termes de modalités opérationnelles, voilà, ce que j'ai expliqué, c'est que l'industriel, et quand on dit industriel, je rappelle, c'est grande entreprise ou PME.
Ils apportent du financement. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que le financement est éligible au crédit d'impôt recherche. Donc, il y a un avantage fiscal qui est quand même intéressant. Et comme on est un organisme de recherche agréé par le ministère de la Recherche, c'est le taux double. Donc, il y a encore un avantage là-dessus. Les compétences qu'on va rembourser à l'industriel, c'est-à-dire, alors c'est un peu compliqué, mais si je regarde là, une entreprise, elle va nous verser de l'argent pour cofinancer le projet, et en retour, nous, on va lui rembourser le temps des ingénieurs de ces équipes qui viendront travailler dans le projet, qui sont mis à disposition à temps partiel ou à temps plein, et dont on va rembourser le salaire et les charges sociales. Voilà. Donc il y a ce double flux financier. Alors, au final, ça coûte quand même à l'entreprise, hein, ça lui demande d'investir sur ses fonds propres de R&D, mais c'est extrêmement optimisé. Parce que quand une entreprise met 100 par an dans un projet, d'abord ça lui coûte que 40 net de CIR, si elle fait jouer le CIR. Elle va se retrouver dans un projet qui va faire une taille de 1000 peut-être, puisqu'elle va avoir peut-être 4 autres entreprises qui vont mettre 100, ça fait 500 de financement x 2, ça fait 1000. Donc toujours, elle participe dans un projet qui fait une taille de 1000. Et en plus, elle peut avoir un ingénieur qui est financé dans le projet, qui travaille dans le projet, qui se forme. Parce qu'en travaillant dans nos projets, les ingénieurs se forment aux nouvelles techniques, aux nouvelles approches. Et puis l'ingénieur va s'assurer que le projet est bien aligné avec ce qui est demandé par l'entreprise. Alors, c'est un peu complexe, j'en conviens, mais ça fonctionne bien. On est aujourd'hui sur un rythme à peu près de 20 millions d'euros par an. Hein, notre volume d'activité, alors on ne parle pas de chiffre d'affaires parce qu'on est une fondation à but non lucratif, mais on tourne autour de 20 millions d'euros par an, donc 10 millions de financement industriel, 10 millions publics, et à peu près une force de frappe de 200 équivalents temps plein. Alors, la nouveauté, c'est parce que jusqu'à présent, donc vous voyez, on avait ces modalités-là qui étaient tout à fait différentes des projets collaboratifs type FUI, PIA de l'ADEME, etc. Sauf qu'on s'est dit que maintenant qu'on a presque 5 ans d'existence, on a développé ces compétences et on voudrait les mettre aussi à disposition de tout l'écosystème de l'innovation de la recherche en France, enfin en tout cas en région parisienne, mais on peut faire ça à Lyon aussi, pour permettre à ces projets d'être plus efficaces et peut-être d'avoir une meilleure chance aussi, pourquoi pas, d'être retenus. Je vais vous donner un exemple parce qu'on vient de le faire, on l'a fait pour un premier projet, alors qui était un PIA piloté par l'ADEME sur le véhicule autonome. C'est un projet, vous avez peut-être entendu parler, c'est le projet EVAPS, Éco-mobilité par véhicule autonome sur le plateau de Saclay. C'est Renault et Transdev, avec l'Université Paris-Saclay, qui ont démarré un projet cofinancé par l'ADEME, par du PIA, pour aller expérimenter des solutions de véhicules autonomes sur le plateau de Saclay. Bon. Eh bien, ils ont fait appel à 2 instituts, donc VDCOM, que vous connaissez peut-être sur un certain nombre de sujets, avec qui d'ailleurs on travaille souvent, et puis nous-mêmes. Alors nous, ce qui nous concerne, ils nous ont confié toute la partie architecture et analyse système de ces systèmes-là qu'on va expérimenter, et toute la partie aussi safety, démonstration de la safety et de la sécurité numérique, de la cybersécurité. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà commencé à développer ces sujets-là dans des projets chez nous, avec Renault, PSA, Valeo, etc. Pas Transdev d'ailleurs. Du coup, ça a été une façon pour Transdev de nous connaître. Alors comment ça a fonctionné ? Eh bien, ils ont leur projet collaboratif là, en vert clair. Là, en l'occurrence, c'était un PIA de l'ADEME. Et puis, il y a un certain lot ou des lots qu'ils ont confiés à Systemix. Et donc, on est, nous, partenaires responsables dans le projet. On doit des livrables, on doit des résultats dans le projet. Mais on n'est pas financé par le PIA de l'ADEME. On est cofinancé par notre PIA de l'IRT. Et le complément, les autres 50%, par les mêmes industriels. Et dans le projet que j'ai décrit, c'est Renault et Transdev qui nous versent une partie de financement pour ce projet-là. Donc, on est un partenaire engagé dans le projet et cofinancé par certaines entreprises du projet et notre PIA à nous, et on mobilise notre PIA. Donc, l'idée, c'est vraiment, pour un projet collaboratif, FUI ou PIA, c'est vous permettre d'accélérer votre projet. Alors, si ça correspond bien sûr à des compétences qu'on a, ou des plateformes, donc ça, il faut regarder. De mieux ancrer aussi vos résultats, de les capitaliser derrière pour peut-être faciliter les transferts technologiques, l'industrialisation et peut-être demain le montage d'autres projets. Voilà. Donc on l'a fait une fois, ça a l'air de plutôt fonctionner et donc ce qu'on se propose aujourd'hui, là, et c'est la première fois qu'on l'annonce comme ça de façon vraiment officielle, c'est d'être à vos côtés dans ces projets-là. Donc si vous avez des projets en gestation, eh bien surtout... si vous pensez que ça peut être intéressant, faites appel à nous.
et on en discute et on regarde si on peut être pertinent ou pas, hein, en fonction du sujet. C'est une façon pour nous aussi je dirais, d'apporter de la valeur au-delà de ce qu'on peut faire nous directement avec nos partenaires dans nos projets classiques. Alors, on a travaillé un petit peu avec le pôle, avec Johan en particulier, en regardant quelles étaient les thématiques auxquelles on pourrait peut-être contribuer le plus efficacement à des projets collaboratifs. Donc on a identifié tout ce qui est sciences des données, donc big data, intelligence artificielle, tout ce qui est cybersécurité, j'en ai parlé. Je répète qu'on a un partenariat stratégique avec l'ANSSI. Nos activités de cybersécurité sont cofinancées aussi par l'ANSSI. Et Guillaume Poupard, qui est directeur général, est membre invité permanent de notre conseil scientifique. Et il a à cœur de s'assurer qu'on fait bien de la recherche appliquée pour eux. On est un peu le bras armé aussi de l'ANSSI. On fait un peu de la recherche appliquée que ne peut pas faire l'ANSSI parce que leur statut ne leur permet pas de faire de la recherche. On est un petit peu leur opérateur de recherche quelque part. Tous les sujets télécom, infrastructure numérique, virtualisation des réseaux par exemple, et puis toute la thématique qu'on a appelée au CDS, tout ce qui est industrie agile, la fabrication additive, la maintenance prédictive, etc. Voilà. Je vais peut-être pas décrire ici, mais vous aurez dans les planches les grands thèmes qu'on traite dans ces 4 programmes, et je vais peut-être pas les détailler parce que l'heure a tourné. Juste voilà, vous donner quelques exemples quand même sur ce qu'on fait dans l'intelligence artificielle. Là, c'est dans le domaine de la mobilité multimodale. Hein, donc, vous avez à droite le type de technique qu'on a mise en œuvre, notamment avec les partenaires académiques. Et là, en l'occurrence, c'est Télécom Sud Paris, sur l'analyse des traces mobiles qui nous sont fournies par Bouygues Télécom, là, qui est partenaire du projet. Et ils nous mettent à disposition les données brutes. Et puis, nous, on fait du data mining là-dessus pour inférer quelque part des comportements de mobilité. Là, c'est le projet dont je parlais sur le traitement de la donnée pour l'énergie. Donc là aussi, pas mal de sciences des données. Alors le terme intelligence artificielle, hein, c'est un peu un buzzword là, en ce moment. C'est un mot valise dans lequel nous, on n'a pas de problème à mettre ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Donc après, on peut en débattre. Hein, mais il y a l'initiative IA en France, il y a la mission. Alors, on a été auditionné par la mission Villani, là, qui a été lancée par le Premier ministre. Moi, je fais partie de la commission ad hoc. Donc on veut nous jouer un rôle important en France sur l'intelligence artificielle par notre capacité à aller exposer des technologies, soit qu'elles viennent des scientifiques ou des super PME ou start-up, auprès des cas d'usage industriels. Voilà. Voilà. Puis ça, c'est le projet cybersécurité dont je parlais, qui s'inscrit dans le plan Nouvelle France industrielle là, qui avait été lancé. Et voilà, vous avez ici un petit peu donc les industriels qui cofinancent aujourd'hui ce projet-là, qui a été lancé il y a 2 ans et qui a donné lieu à un autre projet sur la cybersécurité du transport. Et vous voyez les 4 grandes thématiques qu'on s'était données, sachant qu'on ne les traite pas toutes ensemble. Et toutes aujourd'hui, on est en train de préparer un nouveau projet là, sur l'usine du futur, sur l'IoT industriel, avec un volet très fort sur la cybersécurité de ces nouveaux systèmes.